émission un peu particulière aujourd'hui, parce qu'on est Eric. Décor particulier aussi. Décor particulier. Et en fait, on s'est dit, on va en discuter en off en disant comment évolue le prix des 911. Et quand on a fait la discussion, non, c'est vachement intéressant. Et donc du coup, t'es là aujourd'hui et on va parler tous ensemble. On va aussi parler des actus de la semaine. Après, on vous aura faire un petit tour aussi de la carrosserie. Restez avec nous parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais, petit pouce bleu, petit commentaire, on s'abonne. Eric, à la sortie du Covid, le marché des 911 a grimpé assez fortement. Et tout à coup, on observe alors, est-ce que c'est une décrue? Est-ce que c'est tout simplement un palier? En tout cas, ça a tendance à se ralentir. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, après le Covid, on a eu une forte augmentation sur tous les véhicules 911, cabriolets, 4S, S coupés, sur toutes ces versions thermiques. En 2020, 2021, 2022, les prix ont commencé à se stabiliser milieu 2022 et ont commencé à baisser en 2023. Donc, on discutait donc des prix actuels. Quand tu as un client aujourd'hui qui vient pour une reprise sur un millésime 2020, 2021, 2022, on était dans une fourchette haute. Et aujourd'hui, on commence à revenir sur des fourchettes de 2018-2019, sur des fourchettes 10-15% moins chères que ce qu'on a vendu en 2021. En sachant qu'en 2018-2019, ceux qui viennent aujourd'hui, on peut très très bien leur reprendre le véhicule parce qu'on est quasiment dans les tarifs qui se pratiquent actuellement. Et cette chute des prix date de septembre 2023. Et on voit qu'il y a vraiment un ralentissement. Alors, à quoi c'est dû? Je pense que c'est dû au taux d'intérêt qui ont augmenté. C'est la conjoncture qui veut également que c'est un peu plus compliqué. Donc, on cherche, on essaye de trouver. On a des jours de stock qui sont un peu plus importants sur certains modèles. On a fait un très bon mois d'avril. Donc, premier rayon de soleil, c'est revenu. Mais tu vois que c'est un peu moins cher. Tu vois que les prix ont globalement un peu baissé. C'est quoi l'ordre de baisse? Une Porsche 10%. Ok. 10%. Sur tout ce qui est 991, c'est environ 10%. Un 992 4S cabriolet tient la cote. Ok. Tient plus ou moins la cote. Encore que ça commence. Je sais pas, il y a quelques frémissements. mais c'est sûr Tu vas l'inquiéter. C'est sûr. Baisser plutôt les accélérateurs. Après le Covid, c'est devenu n'importe quoi. Mais aussi, à la sortie du Covid, c'est devenu n'importe quoi. Moi, j'étais en stress pendant les 2 mois de Covid. On était fermés à se dire qu'est-ce qu'on va faire à la sortie du Covid. Parce que les prix et le premier jour, on a vendu 11 voitures. Le deuxième jour, c'était 13 voitures. Mais c'était n'importe quoi. On vendait tout à n'importe quel prix. C'était aussi cumulé avec le bonus, plutôt dans le malus. Effectivement, parce qu'on a également toute cette clientèle qui a acheté du véhicule neuf qui aujourd'hui se sont tournés sur l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, la 992 4S cabriolet, comme on en a déjà discuté dans d'autres émissions, il y a 60 000 € de carterise. Tu achètes un modèle 2019 avec 15 000 km, la carterise te coûte 7 000 €. Quand tu as une première mise en circulation en France. Donc forcément, les gens réfléchissent parce que c'est des gens, les clients font 5 000 10 000 km avec. À l'année, ce sont des véhicules plaisir. Ouais. Donc forcément, ce n'est pas des gens qui roulent au quotidien avec, qui font 30 40 000 km. Donc on essaye toujours aussi, avec nos clients et nous, qu'on leur vende un produit, qu'on puisse leur reprendre relativement facilement et qu'ils ont un minimum de décote. On les conseille dans ce sens-là. En sachant que 2020, 2021, encore une fois, c'était vraiment... Est-ce que j'ai jamais vu dans 27 ans d'existence. Est-ce que tu as un pronostic pour l'avenir? Est-ce que ça va continuer de décroître ou au contraire ça a atteint un palier? C'est quoi là on est dans la conviction en fait. Spéculation. Il y a la nouvelle 992 hybride qui va sortir. Ouais. Donc ça a été annoncé cette semaine. Voilà, qui a été annoncé cette semaine. Donc forcément le coût de la carte grise la question ne va plus se poser parce qu'on va être sur une carte grise, je pense, avec de l'hybride. On va avoir le CO2, donc beaucoup moins cher, je pense, dans les 2, 3, 4 000 €. Contre aujourd'hui, 60 000 €. 60 000 €. Et ça, pourquoi que le gouvernement te trouve de nouveaux astuces sur les chevaux fiscaux ou autres. Mais aujourd'hui, on a le cas, par exemple, sur les Ferrari. Ils ont l'hybride maintenant. Qui sont à l'hybride, certains modèles où on est sur des cartes grises à 3 4 000 €. Donc ça va redéfinir le marché d'ici la fin de l'année, je pense, début de l'année 2025. Et ça, tu penses que ça va baisser un peu le prix des 992, par exemple, qui sont les... Parce que là, c'est la génération 2 qui va sortir la 992. Oui. La génération 1 est 100% thermique. Ça, tu penses que ça va avoir un impact un peu sur les prix? Les gens sont quand même très, très thermiques.
Ok. Donc, Pas forcément. donc cette clientèle long terme. sur le long terme. Conservatrice, Oui, en fait, l'amoureux. Je pense qu'aujourd'hui, quand on se rend compte sur les SUV, par exemple les SUV, les Cayenne, etc., les gens achètent pour un problème de défiscalisation. Ils achètent de l'hybride parce que c'est une obligation. Aujourd'hui, et c'est pas du plaisir. Ils le mettent sur leur entreprise, Voilà. ils ont des taxes en moins. La 911, c'est plus un véhicule plaisir. Alors, l'état d'esprit des gens aujourd'hui, c'est d'être sur du thermique. Ok. C'est le thermique. Maintenant, avec cette évolution, Et puis, ça change tellement rapidement. dernière fois, ce bonheur, en fait, du thermique qui a, hélas, tendance, c'est le sens de l'histoire. On a un peu connu ça quand on était sur le flat 6 et qu'on est passé sur le turbo. Oui. Les gens ils te disaient c'est moins de bruit, elle est moins. Et on a eu vraiment pendant 2 ou 3 ans cette clientèle qui restait sur la phase 1 et ne voulait pas aller sur le turbo sur la phase 2. Deux choses. On t'a fait venir, toi, parce que mine de rien, pour les gens se rendent compte, le marché des véhicules neufs, une Porsche 911, je crois que chaque année, ils sont en vente 1000 en France. Oui. Donc, c'est pas non plus une volumétrie Non. exceptionnelle. D'occasion, j'ai pas les chiffres, mais en général, le marché de l'occasion, c'est 3 fois plus que le marché des véhicules neufs. Donc, on a peut-être 3-4 000 qui s'échangent. Toi, tu dois en faire quelques centaines. Donc, mine de rien, tu représentes un pourcentage assez une part de marché assez conséquent en France. On a une part de marché, oui, effectivement, depuis une vingtaine En tout d'années. cas, tu as une légitimité pour Oui, t'intéresser. oui. Voilà, du coup, parler, je vois les prix du marché de 900. Je suis dedans tous les jours. Je m'occupe quasiment à 80% du temps des achats. Donc, Oui, tu achètes toi-même. Oui, Pour que les gens se rendent compte, oui. tu achètes toi-même. Oui. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu fais plutôt des Porsche récentes? Donc, tu fais surtout de la 900... Tu me dis si j'ai tort. Tu fais surtout de la 992 et de la 991. Oui. Est-ce que dans ta lecture des prix, tu vois une différenciation sur la tenue de cote par exemple une 996, une 997, une 991 et une 992? La 980, elles ont toutes remonté. Toutes les portes sont remontées. Pourquoi? C'est la rareté du produit. Donc, plus on avance dans le temps, moins il y a de véhicules. Par exemple, les 997, encore il y a 6 ou 7 ans, on trouvait énormément de véhicules. Là, j'ai eu la chance de reprendre 2 véhicules que j'ai aujourd'hui dans le showroom, mais c'est une denrée très très rare. Okay. On en trouve quasiment plus. Donc ça tient la cote. Donc évidemment, ça tient la cote. Et aujourd'hui, les 991 tiennent effectivement bien la cote également. Et après, c'est toujours ce problème de nivellement, parce que si un modèle tient la cote, l'autre modèle tient également la cote, parce que les prix sont répercutés sur le modèle suivant. Et puis, selon les générations de 911, on a vu des générations, tu vois, dont les prix ont chuté. La 996, la 996, La 996, on trouvait des véhicules à 20-25 000 euros. J'ai une anecdote, j'ai vendu un 911 3 litres 3 de 91 à un client à 30 000 euros en 99. Ils se frottent les mains aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut 85 000 euros. À 85 000 euros parce qu'elle n'est pas en très très bon état. Allez, vous se connaissez avant. Mais c'est voilà l'exemple, vous voyez, donc le client ne connaissait même pas le prix du marché. C'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit, mais ta voiture, elle vaut 85, 90 minimum, alors qu'il l'a payé 30 000 euros en 99. Pour aller plus loin, moi je regarde pas trop, je t'avouerai que quand je regarde les prix d'occasion, je regarde plutôt la 911, mais là j'ai l'impression que les Taycan, avec la génération 2 qui ont sorti, ont pris des énormes Tawak. Comment se tiennent les autres Porsche? Parce qu'il n'y a pas que la 911, la volumétrie elle est faite sur le Taycan, de la gamme. sur le Cayenne, sur le Taycan. Est-ce que tu peux nous dire un mot des trois? Le Cayenne, on en vend énormément. Tout ce qui est Cayenne hybride, tout ce qui est en hybridation, ça fonctionne très très bien. Parce que ça intéresse les sociétés, j'imagine. Pour les entreprises, Cayenne coupé très bien également. On vend le Macan Honest en version thermique, en 4 cylindres, en 6 cylindres. On continue à les vendre très très bien. Ça tient la cote? En GTS, en turbo. Par exemple, les GTS Phase 3, les clients sont même prêts à mettre 20 KE de Carferies parce que ça tient vraiment la cote et on les vend. On entend dire, ouais, sur les vend. J'ai pour le moment très peu de demandes sur l'électrique, très très peu de demandes. Par contre, tout le reste dans la gamme Porsche, chez nous, ça se vend. Même du Taycan, on les vend. Après, ça se problème de prix. Comme vous avez pu le constater, j'ai un véhicule 145 valeur à neuf. Le véhicule à moins de 1000 km, on est en dessous de 100 000 euros. Donc il est à 145. En 4S, en version 4S, avec les équipements qu'il faut, avec la grande batterie, les roues directrices l'arrière. que tout le monde cherche. Oui, et malgré tout, c'est une couleur classique, gris clair, cuir noir. Et c'est un produit qu'on vend à moins de 200 000 euros. Il a 1000 km Oui, il est neuf. et il a perdu 50 000 euros. oui. Et là, on rentre un Cross Turismo Turbo avec 230 de valeur à neuf. Alors, le véhicule à moins de 10 000 km, on l'annonce à 130.
Ok, Donc après, c'est un ça problème prend des de... énormes tawak. Oui. Bah, vous pouvez le constater sur les Audi également, les Audi GT qui avaient 280 valeurs à neuf, vous les trouvez aujourd'hui à 75. Le problème aujourd'hui, les électriques, il y a une telle évolution, on a des grosses décotes. Mais merci, Ouais, Lucas, Merci de pour ce retour l'invitation. sur cette expérience, tu vois. Oui. Il sera intéressant de le faire peut-être aussi à la fin de l'année, de bilan. De suivre, Ouais, voir comment évoluent les les évolutions. Avec plaisir. C'est toujours passionnant en fait. Ouais. Et quand tu es amoureux d'automobile, d'avoir des points de repère, tu sais, tu es au front. Donc tu nous renvoies les infos. On est au front et le marché évolue très 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 vite. Il y a 10 ans, le marché évoluait sur 18 mois, 24 mois. Là, le marché est capable d'évoluer en l'espace de un mois et demi. Moins 10 000 euros. à ça. Ah oui, c'est dingue. Les Taycan, les Taycan, ils ont pris 10 000 euros sur un mois et demi. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de l'automobile. Et après, les gens sont complètement indécis en fonction de leur achat. Parce qu'il y a l'électrique, il y a les critères vignettes, hein, il y a Évidemment, le financement qui reste. il y a le financement, il y a le coût des cartes grises. Est-ce que je roule en modèle électrique, thermique, hybride? Il faut expliquer tout ça, combien vous faites de kilomètres. Aujourd'hui, on est plus... avant, on vendait une voiture. On vendait la couleur. Aujourd'hui, en fin de compte, T'as des une paramètres. Et plus tu mets de difficultés dans le choix, plus tu mets d'indécision, moins tu vends de voiture. et plus les gens prennent leur temps à prendre une décision, et plus ils tournent. Et Ok. souvent, c'est le dernier qui a raison. Si qui sont passés qui a Et raison. ce qui est drôle, c'est que c'est le même questionnement de haut en bas de l'échelle de gamme des voitures. C'est-à-dire que les voitures, les premiers prix à 15 000 ou à 150 000, Sur une Peugeot. tout le monde a le même... Exactement. Bah, merci beaucoup pour Merci à vous. pour cet éclairage. Merci à vous de mettre en avant notre très belle structure. On va faire visiter un peu à la fin. On Ouais, va faire restez avec nous parce qu'on visitera évidemment la carrosserie. Bonne continuation. Merci Eric. Pour rester sur le marché automobile, Carlos Tavares et le groupe Stellantis annoncent un partenariat inédit Les moteurs. avec Leapmotor. Leapmotor, dont Stellantis possède 20%. Et Carlos a dit, écoutez, voilà, face à l'offensive chinoise, il vaut mieux en faire partie plutôt que de la subir. En substance, ce sont ses propos. Et donc, le groupe Stellantis s'apprête à distribuer À la rentrée, c'est ça? à la rentrée en septembre sur 200 sites en France, 500 d'ici 2026 et partout en Europe aussi, eh bien des Leapmotor. Ça concerne cette voiture qu'on avait adorée, avec un plaisir de conduire fou. C'est ironique. Hein. C'est la PT03 qui coûte 23 000 euros. L'idée, c'est effectivement Qui était très bien équipé. de rester positionné sur le marché des voitures citadines abordables à moins de 25 000 euros et d'avoir une offre et d'être avec la Chine sur ce truc-là. Et donc, on va retrouver des Leapmotor. Entre-temps, le marché a un peu changé. T'as la R5 qui est arrivée, machin. Il y a beaucoup de choses. Je fais très vite pour que chacun absorbe l'info. En tout cas, c'est quand même dingue de se dire que Stellantis, via son partenaire chinois, va distribuer dans des concessions Peugeot, Citroën, probablement Jeep et Alfa, des Leapmotor. Leapmotor dont on attend tous en fait un modèle sympa qui est le SUV C10, qui lui devrait arriver fin 2024. On avait vu Celui qu'on avait croisé, on embrasse Stephen Seeker. Christophe Seeker qui a Mi-Parc. Imi Park, voilà. Pour ceux qui, bref, vous renseignerez, c'est un pote et tout ça. Bref, peu importe. Donc ça c'est quand même tout à coup une info étonnante. Je me permets d'enchaîner justement en parlant de marque chinoise. C'est un peu en train de bouger. Tu as les États-Unis, donc tu as les élections Biden-Trump. Donc nous, on ne fait pas de politique, mais vous dire pourquoi chacun fait son programme et va chercher des arguments pour défendre son programme. Et donc, autour de ces élections, ils sont en train d'essayer d'organiser un blocus autour des marques chinoises sur le marché US. Ok. Aujourd'hui, les marques chinoises sont très peu présentes sur le marché US. Et dans le programme de chacun des candidats, Vrai, j'aime. ils veulent augmenter les frais de douane. Et ils veulent mettre des frais de douane jusqu'à 100% de la valeur du véhicule. Donc tu fais x2 du prix. Hein. Donc, du coup, le but, c'est de, clairement, c'est Une entrave. c'est de une entrave, c'est de dire, on veut préserver l'industrie automobile américaine, c'est que sur les véhicules électriques. Et donc, Ok. on veut empêcher les marques chinoises d'arriver sur le marché européen. Donc déjà, ça interroge en disant, est-ce que nous, en Europe, on devrait faire la même chose? Ça interroge en disant, à chaud, t'as envie de dire, ils ont raison de faire ça, parce qu'on avait une interview avec Linda Jackson, vous verrez probablement prochainement sur la chaîne, C'est une nouvelle émission. Ouais. On va justement à la interviewer des grands patrons. de CEO de marque automobile. Et globalement, elle dit, pour le même effort de travail, en fait le même travail, tu te lèves, t'écris une feuille. Eh ben, t'écris une feuille
en France, tu écris une feuille. En Chine, même tâche, même personne, même nombre de patients. Et tu la mets dans ta vitrine. Ça coûte 30% moins cher. Et donc 30% de moins cher quand tu fais pas 30% de marge sur une voiture, bah, il vient avec un avantage concurrentiel que toi tu ne peux pas factuellement, si tu utilises les mêmes armes, te battre avec eux. Et en plus, eux, l'industrie automobile est fortement subventionnée. Nous aussi, elle l'est, mais beaucoup moins que eux, elle l'est. Donc c'est très dur de concurrencer. Donc quand tu vois ça, tu regardes ta première lecture, c'est de dire c'est bien, je préserve l'économie de mon pays. Oui. Donc nous, tu dirais l'Europe, je fais ça aussi. Mais le problème, c'est que le sujet va un peu plus loin. Parce que si tout le monde se met à faire ça, bah, la Chine, elle va peut-être être embêtée sur l'automobile, mais la Chine va peut-être répercuter sur d'autres industries. Bah, sur Tesla. Elle va peut-être dire à Elon, tu t'en vas. Ah non, mais même au-delà de l'automobile. Alors déjà, elle peut le dire sur Tesla, mais même au-delà de l'automobile. En disant, sur d'autres les Américains en font pas le jeu, très bien. Nous, par exemple, en France, on vous achète du vin. Et bah du coup, on va peut-être vous multiplier les taxes sur le vin par 5 pour du coup vous empêcher de vendre du vin aux Chine. Et quand tu regardes, je me lance sur un sujet que je ne maîtrise pas, mais je ne sais pas combien il y a de vins qui sont vendus en Chine, mais ils peuvent avoir des répercussions sur d'autres industries. Et donc là, tu te lances dans une guerre où tu ne sais pas vraiment où ça va mener. Non, mais c'est le propre de l'économie ouverte, tu sais, du Oui. libre-échange, avec effectivement des accords qui permettent un libre-échange équitable. Oui, mais là, tu ne te bats pas avec les mêmes armes. Et pas en défense. Moi, j'ai pas d'avis. Je vous partage juste les infos et je vous invite à réfléchir. Et je vous donne des éléments Alors pour après, réfléchir. après, juste pour... C'est pas une digression, c'est les Américains ont une puissance économique très importante avec un marché de 360 millions d'habitants Ouais. sur lequel, de toute façon, ça marche. Nous, l'Europe, même si le marché commun plus petit. existe, il y a encore quand on même est moins commun. il y a quand même des petits égoïsmes et ce qui nous paralyse. Donc il nous faut un vrai marché commun aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu les premières réactions. Cette semaine, tu as 2 constructeurs qui ont pris la parole, 2 constructeurs allemands, BMW et Mercedes, qui eux, ils se disent, nous, on est contre un tel dispositif de protectionnisme en Europe. Mais pour une Et bonne raison. Ça ne te paraît pas logique parce qu'ils te disent, bah non, parce que ça vous protégerait vous, votre industrie. Et eux, ils disent non, parce qu'ils disent, on a fait des tels investissements, on nous a demandé de faire de tels investissements, tels efforts. pas cher à l'électrique, qu'en fait, si on n'a pas les marques chinoises, on pense que la transition vers l'électrique se fera plus lentement. Donc finalement, on a peut-être plus à perdre qu'à gagner. Donc la lecture, elle est Et pas on simple. se coupe Oui. de plus d'1 milliard de clients potentiels. Je te laisse continuer, moi j'en aurai d'autres après. Il y a, alors pour terminer sur un point sympa, le mondial de l'automobile. Oui. Le mondial de l'automobile 2024 à Paris, qui se tiendra du 14 au 20 octobre prochain. Oui. Il y aura Renault, Oui. il y aura Dacia, il y aura Alpine, qui était là quand tout le monde a fui et qui a Oui. fait justement la fête. C'est la politique de Renault, d'être là Ouais, dans les salons. Et ils le font de manière remarquable, donc bravo, Cocorico, c'est super. Peugeot, il sera. Ok. Donc ça, c'est quand même cool, c'est officiel. Et puis, on a eu le une confirmation de Linda dans une émission que vous verrez bientôt. BMW et Mini, Vincent Salimon, directeur général A dit qu'il y était de BMW France, a dit on y sera nous aussi, ce qui est quand même sympa. On va interroger d'ailleurs cette émission. Bien sûr, Vincent, de toute façon, je pense qu'il nous regarde. Sont pressentis Volvo, Polestar et Zeekr via les Chinois, Ok. qui s'y intéressent, donc via Geely. Mercedes, Ford, Seat et Cupra sont aussi sur la liste de ceux qui devraient confirmer. Et puis, on attend MG et BYD. BYD devrait y être. Alors, certains avaient des inquiétudes justement pour les raisons que tu évoquais sur le comportement de l'Europe vis-à-vis des Chinois. Ah, ok. Mais la venue de Xi, donc le dirigeant... Oui, finalement, c'est qu'ils y vont. Voilà, certains seraient plutôt rassurés sur une présence des Chinois importante au mondial. Et puis, on attend aussi une réponse du groupe Volkswagen, donc de la marque Volkswagen, d'Audi et de tous ceux que je ne cite pas. Un commentateur disait ceci, il dit c'est marrant parce qu'on revient, en fait, le mondial de l'automobile devrait faire davantage le plein. Et ceux qui seront absents ne seront pas absents parce qu'ils tout à coup ils se méfient des salons, mais simplement parce qu'ils n'auront peut-être pas la nouveauté qui permette de venir. Donc c'est des arguments en fait tout à fait logiques qu'on connaissait au moment du succès des salons. Ok. Voilà. Quand tu passes à l'électrique, tu as un doute sur dire est-ce que ma voiture va durer assez longtemps, est-ce que je vais pas avoir des problèmes. Et par exemple, tu as des marques avant que l'électrique arrive, comme Kia et Hyundai qui ont pénétré Kia notamment, qui a pénétré le marché sur un argument fort que ces voitures étaient garanties 7 ans. Comme ça, comme tu connaissais pas, tu avais une inquiétude sur la voiture parce que tu connaissais pas le constructeur. Là, tu as une inquiétude sur la voiture parce que tu connais pas la technologie. Bah, c'était rassurant qu'elle soit garantie 7 ans. Peugeot étant sa garantie, je crois qu'elle n'était pas avant, elle était que sur le 3008. C'est Il y chouette. a eu 8 ans sur toute la gamme électrifiée. Mitsubishi fait la même chose, où il garantit 8 ans à 160 000 km, peu sur toute la gamme. Donc ça, mine de rien, je trouve que c'est un argument consommateur assez rassurant. Une autre petite news, là c'est une toute petite news,
DS a sorti une version Antoine de Saint-Exupéry. Moi, j'aime bien cette marque, j'aime bien la DS7, chacun ses goûts, ses couleurs. Moi, j'assume, c'est complètement subjectif. J'aime bien la DS7. Et Antoine de Saint-Exupéry, c'est extraordinaire. Mais je trouve ça, tu vois, le magnificence français, le raffinement, etc., d'avoir sorti cette version dont vous allez voir les photos. T'as une couleur un peu différente, t'as un habillage intérieur un peu différent. En plus, c'est pas la plus haut de gamme, elle vient s'intercaler dans la gamme. Je trouve ça plutôt rigolo. Si tu avais une DS à acheter, je savais pas que ça allait sortir. Je trouve que cette gamme-là est sympathique. Et puis de le faire avec un écrivain, ça me semble plutôt rare. Tu sais, il y avait Picasso chez Citroën, dans des artistes. Et d'associer son nom à une personnalité artistique. Ah, ok. Oui, en tout cas, moi, je trouve que c'est un joli move de la part. C'est rarissime, mais c'est plein de poésie. Et je pense que les ayants droit ont dû évidemment donner leur accord. Bien sûr. Mais c'est chouette qu'il l'ait fait. C'est disponible sur DS3, DS4, DS7, globalement, ce qui vendent le plus. Pas sur DS9, dont les ventes sont, à mon avis, plus confidentielles. Et dernière news, et après j'arrête pour moi. Apple, qui avait annoncé quitter, renoncer à son projet. Enfin, ils n'ont pas annoncé. Les rumeurs, c'était qu'ils arrêtaient leur projet de voiture après quelques milliards d'investissements. Finalement, ils reviendraient en faisant un partenariat avec Rivian ou Rivian, je ne sais pas comment ça se dit. Nous qui étions à Los Angeles il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est des voitures qui sont assez chères, mais qu'on voit finalement plutôt pas mal. À Los Angeles, t'en vois pas mal. À New York, t'en vois pas mal. Ils prendraient une participation où ils feraient un partenariat fort pour que justement Apple puisse rentrer dans le monde de l'automobile via cette marque. Et Rivian, le design Rivian, il est extraordinaire. Enfin, c'est différenciant, c'est de qualité. Là aussi, en matière de voiture autonome, il se bouge beaucoup. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dedans. Et Ford est un peu derrière aussi. Ils essaient de trouver des façons de travailler, de collaborer ensemble. T'as deux petites. Ouais, j'en finis rapidement. Ouais. C'est fini le V12 chez Bentley. Okay. Mais en revanche, un V8, 750 chevaux, hybride avec 80 km d'autonomie en full électrique, arrive. Et pour citer la marque, ce sera la motorisation la plus réactive et efficace de toute l'histoire de Bentley. Voilà. Bon. Eh ben, on sera content en tout cas de l'essayer. 750 chevaux. Hein. Ok. Eh Vincent, impossible de ne pas visiter l'endroit. Va retrouver Gaël, le patron des lieux, la carrosserie Vonif. C'est quasiment un showroom, tellement c'est beau. En fait, on vous fait toujours visiter le showroom. On s'est dit que c'était rigolo d'aller voir la carrosserie. On va aller un peu embêter Gaël qui est en train de bosser. Monsieur Gaël, désolé, je t'embête. Ça va? Oui, ça va. On est ici chez toi. Oui. La carrosserie chez Vonif, c'est complètement à part. C'est ça, tout à fait. Du showroom, la vente de voitures premium. Ici, tu fais pas que du premium. Non, on répare toute typologie de choc. On va faire du Peugeot, de la Renault, de la Citroën. Il faut aussi savoir que elle a un beau choc arrière, ouais, tout à fait. Il faut savoir aussi que dans le cadre d'un sinistre, le client est libre de choisir son réparateur. Et nous, en parallèle, on a des partenaires qui sont le Crédit Mutuel, qui sont AXA, qui sont la GMF, la MAF et aussi un commercial. Voilà. Non, en gros, ce qui est intéressant ici, c'est que déjà, tu as un bel outil. Parce qu'une carrosserie comme ça, nous, comme on discute souvent un peu en off, ça vaut plusieurs millions d'euros. Donc les gens se rendent compte. Tu as à la fois du business, parce que moi, je suis déjà venu, tu faisais des F40. Mais à la fois, tu as un accident. Moi, demain, j'ai une Peugeot 308. J'ai un problème avec. Je peux dire, je vais regarder les avis. Allez voir les avis. Google, allez voir les avis. Je me dis, bon, c'est des gens qui bossent bien. Il y a des bons avis. Je les ai connus. J'habite la région. Je peux demander à mon assurance de venir ici pour faire réparer ma voiture ici. Et est-ce que si je me débrouille bien, même dans certains cas, je ne paye même pas la réparation, c'est l'assureur qui te paye toi? C'est ça, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu fais comme type de... On va faire quelques pas. Là, c'est le marbre. Là, on est dans la zone marbre parce qu'en fait, ce véhicule, vu l'état de son aile, on va devoir l'ancrer sur notre marbre et utiliser, on appelle ça l'équerre, c'est des forces qui est juste au fond, l'équerre, là, ouais. Au fond, pour pouvoir en fait essayer de retrouver un peu une forme initiale de notre aile avant de devoir procéder à un remplacement éventuel. Voilà. Donc cette zone est très importante pour de la grosse carrosserie. Et toi, tu fais de tout. C'est-à-dire que tu as à la fois les clients. Je pense que j'imagine que le showroom t'envoie, entre guillemets, si je peux dire, du business sur les Porsche, etc., que vous vendez le plus. Mais il y a des gens qui vous connaissent, qui ont par exemple une 911 Plaisir, qui roulent au quotidien, une 308 ou je ne sais quoi, qui disent tiens, j'ai un pépin, comme chez qui bosse sérieusement, je vais chez eux. Et oui, et on saura faire. Et là, tu as quoi? Alors ici, on est dans la zone, vraiment la grande zone tôlerie. C'est voilà, où on a de la typologie, des chocs un peu conséquents, comme la BMW juste là, avec un beau choc arrière. Là, on a un Q3 avec un latéral droit. Donc là, il faut savoir que, par exemple, c'est les assurances partenaires qui nous les ont envoyés sur des panneuses. Et le client, il ne sait même pas que c'est là.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'assurance qui t'a C'est contacté. l'assurance qui nous contacte pour savoir si on peut réparer. Et du fait qu'on est partenaire, ils nous envoient le véhicule. Ok, d'accord. Voilà. Là, t'as quoi? Alors là-dedans, c'est l'aire de préparation. C'est là où on va poncer les mastiques, les apprêts, parce qu'on essaie d'avoir un atelier sain et propre. Donc on essaie de fonctionner par zone. Et là, voilà, on a une Audi A3 qui avait un choc à l'arrière-bras et un pare-choc avant. On a une 997 avec 2 pare-chocs. Voilà, donc on est en train de préparer pour pouvoir les mettre en cabine un peu plus tard. Et là-bas, je crois qu'il y a une aire. Alors, je vais peut-être me lancer dans un truc où je dis des bêtises, mais qui moi m'intéresse. C'est le One Day Repair. Voilà, en fait, moi, je garde ma voiture dans un parking, et en fait, quelqu'un en sortant m'a rayé l'aile. Mais genre, c'est vraiment rien, tu sais, c'est juste, même pas l'aile, c'est le pare-choc. Si je viens, tu me la mets là, je te l'amène le matin. Si t'es pas plein, c'est de la place. Je repars en fin de journée si c'est un petit. Si c'est vraiment un type vandalisme, ouais, un élément à peindre, ouais, on est capable de réagir sur la journée. Et ça, du coup, tu le fais. En fait, si maintenant, par exemple, c'est du vandalisme sur une porte ou 2 portes, hein, par exemple, il suffit juste qu'en extérieur, on dégarnisse rétroviseur, poignée, etc. pour pouvoir intervenir. Le collaborateur, il rentre le véhicule dans cette cabine, il va faire une opération de A à Z. Il va faire le ponçage, il va faire le masticage, la mise en après, le ponçage de l'après et la mise en peinture, tout dans un même cadre, dans un même élément. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un énorme gain de temps. Et puis pareil, pour le confort des collaborateurs, vous avez des ponts élévateurs. Voilà, on arrive à faire des choses vraiment sympas avec ce type de produit. Ce qui m'étonne toujours, c'est le sol. C'est propre. Est-ce que c'est partout comme ça? C'est une norme? Alors, je dirais que c'est pas partout comme ça. C'est ma marque de fabrique. Je suis quelqu'un qui est très, très méticuleux. Et quand on représente Vodif, par exemple, on doit faire de l'excellence. Et l'excellence commence aussi par un cadre propre, sain. Ça met aussi une certaine... ça fait comprendre aux collaborateurs que voilà, ici, on rigole pas. Il faut qu'on fasse du bon boulot pour nos clients. Ok, bon bah, vous l'aurez vu. Si vous habitez la région de Strasbourg, vous n'avez pas besoin d'avoir une 911 pour venir. Vous n'avez même pas ce qu'on vous souhaite pas. Bah, vous pouvez venir voir Yael. Vous pouvez venir chez une carrosserie avec plaisir. Bon, les amis, on finit là. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, la bise à Mavis et à très vite. Merci à vous. Merci Gaël. Au revoir.